Ravi que vous soyez parmi nous. Je vais laisser la parole à Olivier Duval, président du BICE, pour démarrer cette soirée. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour parler Alors, de ce qui se passe en Olivier, est-ce RDC. que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, Oui. Bon, Gabriela, alors, tu nous entends? On entend bien Oui. Monsieur Duval. Alors, Olivier, moi, je ne vous entends pas. ah, Donc, Voilà, ça y est, on vous entend. bon, alors, donc je disais bonsoir à tous et en vous remerciant d'être présents pour cette séance qui est une innovation. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais on va démarrer et qui va nous permettre de vous faire partager un peu le travail qui est fait par nos partenaires sur le terrain. Alors aujourd'hui, c'est une journée douloureuse pour l'Église catholique, puisqu'il y a eu la publication du rapport de la SIAZ, qui est un rapport dramatique. Et je crois il faut le mentionner. Mais je voudrais quand même dire que malgré tout, lorsqu'on va dans un endroit comme l'Est de la RDC et qu'on regarde qui est là pour s'occuper des enfants qui sont parfois dans des situations dramatiques et difficiles, ben, à la fin, il ne reste plus que l'Église catholique et ses membres et Godevi en fait partie. Et je pense que ça, c'est important dans cette journée de se souvenir du côté très négatif dont on aura parlé ce matin. Et là, on va vous parler de choses beaucoup plus positives, c'est-à-dire de voir ce que l'Église sait faire pour aider des enfants. Voilà, donc une petite brève présentation du BICE, donc qui a été fondé en 1948 pour faire travailler ensemble des gens qui tous avaient pour vocation d'aider des enfants, qui travaillaient en silo. Et donc, au lieu de travailler chacun dans son coin, eh ben, on a essayé de rassembler toutes ces énergies pour aider les enfants, avec des principes d'action qui sont d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant, la participation, le travail en réseau, la priorité à l'action locale, et ça c'est très important et vous le verrez très bien dans les discussions que nous aurons avec Govodi. Il apparaît que c'est vraiment cette connaissance de la culture des enfants qui est tout à fait fondamentale. Également l'action dans la durée. Nous ne sommes pas du tout une ONG qui travaillons dans l'humanitaire pour régler des crises. On est là pour aider dans la durée. Vous verrez des exemples. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Nous n'avons pas d'expatriés. Marie-Laure, que vous voyez là est basée à Genève et elle travaille à aider nos partenaires à aider les enfants, mais ce n'est pas elle qui fait directement, ce sont nos partenaires. Et puis bien sûr, pardon, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, la transparence et la probité. Voilà. Alors ça, c'est le BICE, mais nous avons aussi des domaines d'expertise, donc la lutte contre la violence et en particulier la violence de nature sexuelle. Donc on est en plein dans l'actualité. L'humanisation de la justice juvénile qui trop souvent n'est que punitive et n'essaye pas de récupérer les enfants pour leur donner aussi un avenir. La promotion de l'inclusion des enfants en situation de handicap, la
favoriser l'éducation des enfants en situation vulnérable, en particulier on peut penser à tous ces enfants travailleurs, et Dieu sait s'il y en a en RDC, comment faire en sorte qu'ils arrivent quand même à avoir une éducation. Favoriser la résilience, et ça c'est en particulier pour tous les enfants qui ont subi des traumatismes, et malheureusement, ils sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Agir aussi face aux conséquences du Covid-19 qui a pour effet de pénaliser les plus vulnérables, pas tellement forcément par la maladie elle-même, mais par les conséquences économiques de tous les programmes de confinement qui ont été mis en œuvre un peu partout. De défendre le droit à l'identité. Beaucoup d'enfants ne sont pas enregistrés. Et un enfant qui n'est pas enregistré est un enfant qui n'existe pas et qui ne peut pas passer un examen, par exemple, parce que à qui allez-vous donner le certificat comme quoi il a son bac? Pour ça, il faut avoir une identité. Bien sûr, le plaidoyer, donc parler à la tribune des Nations Unies, d'où la présence d'un bureau à Genève, en plus de notre bureau à Paris. Et ce que nous faisons là en ce moment, ce soir, qui est la sensibilisation du public à la cause des enfants. Et enfin, la recherche et le développement pour trouver les nouvelles méthodes, les nouvelles idées, les nouvelles techniques qui vont permettre d'aider les enfants en situation de vulnérabilité. Alors maintenant, on passe oui, alors le BICé en action, bon, ben c'est des dizaines de milliers d'enfants accompagnés, c'est des professionnels formés, les gens de Godovi que vous verrez en font partie, une présence dans plus de 20 pays sur 4 continents et un réseau de 80 organisations locales. Enfin, on arrive à Govodi, donc le groupe des hommes voués au développement intercommunautaire, qui est une ONG basée à Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui intervient dans 4 provinces, dont Kinshasa, et dans 5 territoires du Nord Kivu. Fait partie du BICé depuis 2012, et l'association est composée de 39 bénévoles, 19 salariés et consultants, psychologues, experts, etc. Et donc là, nous aurons ce soir Emmanuel Kazig, qui est le directeur, et Bénédiction Kimante, chargée des programmes. Donc, Govodi se concentre sur le droit à l'éducation et à la formation professionnelle et à l'artisanat pour assurer des activités génératrices de revenus, notamment aux jeunes filles victimes des violences sexuelles et des grossesses précoces. Donc, depuis 2021, Govodi travaille également à renforcer les capacités socio-économiques des familles face à l'impact du Covid et participe à 3 programmes du BICé, les tuteurs de résilience, donc ces gens qui sont là pour aider les enfants à surmonter les traumatismes qu'ils ont vécus, les initiatives face aux catastrophes naturelles et sanitaires, le Covid-19 ou l'explosion du volcan Nyiragongo, et l'école sans mur. Donc voilà. Donc bienvenue à nos amis de Govodi. Donc programme tuteur de résilience. Voilà je laisse la parole à Ben. Bonjour à tous. Désolée, il y a toujours les petits moments de passage d'un écran à l'autre. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Alors, nous allons commencer à discuter alors avec Béné et Emmanuel. Donc, concernant la situation actuelle, donc au nord Kivu, à l'est de la RDC, la situation est vraiment très difficile. Dans ce territoire, l'association connaît les groupes armés qui pullulent. Il y a eu l'épidémie Ebola, il y a eu la Covid et tout récemment, il y a encore eu l'éruption volcanique.
Donc, c'est le contexte dans lequel il travaille. Govodi, face à ces difficultés, quels enfants aidez-vous? Merci beaucoup, Marie-Laure. Bonjour à tout le monde. Les enfants que nous aidons les enfants qui ont des difficultés particulières, notamment les enfants, disons, ici des actes de violence sexuelle. Il y a des enfants qui sont des filles enceintes. Elles ont été enceintes, disons, précocement. Il y a des enfants en rupture familiale et tout le reste. D'accord. Et quelles activités menez-vous avec ces enfants de manière générale? Les activités que nous menons avec ces enfants, nous faisons l'aide directe à ces enfants en appui psychosocial. Nous faisons aussi les activités, les conseils aux populations, notamment dans des maisons d'écoute mises en place dans les zones d'intervention pour rapprocher les services aux bénéficiaires. Nous aidons aussi à travers la prévention en faisant la sensibilisation communautaire pour, disons, pour le respect des droits des enfants. Nous réalisons aussi des formations professionnelles avec l'appui à des petites activités génératrices de revenus pour soutenir à la fois ces enfants et leurs familles, mais aussi nous participons activement à des raisons de protection de l'enfant, que ce soit dans les pays, dans la zone, mais aussi, disons, au niveau des BC. Merci. Pouvez-vous nous raconter l'histoire d'un des enfants que vous avez accompagné? Oui, Marie-Laure. C'est Béné qui m'attend. Alors, il y a un écho. Si je peux parler... Béné, on t'entend difficilement et il y a un écho. Marie-Laure, si je vais parler de l'histoire, là, vous m'entendez? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. On n'a pas ta faute, on n'a pas ta vidéo, mais on t'entend mieux. La vidéo, je suis là. Ah oui, je crois. Parce que je me connais si la machine est sur le téléphone, c'est ça. D'accord. Si je vais parler... d'un des enfants que vous avez pu accompagner. Oui, si je vais parler de l'histoire de l'un des enfants que nous avons accompagné, c'est d'abord pour l'histoire récente ici avec l'éruption volcanique à Ville de Goma, où personnellement j'ai assisté une petite fille de 6 ans qui était perdue pendant la nuit parce qu'il y avait une panique générale le moment de l'éruption volcanique. Et j'ai trouvé cet enfant en train de pleurer parce que les parents avaient déjà abandonné et moi-même j'évacuais ma propre famille. Conscient de mon rôle en tant qu'entité de résilience, j'ai essayé de récupérer l'enfant et le mettre à l'abri des dangers au niveau de notre bureau. Et cet enfant, nous l'avons gardé jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille. Et nous nous sommes appuyés sur les raisons communautaires de protection des enfants. D'accord. Oui, on voit qu'à tout moment, vous êtes présent pour les enfants. Bravo encore. Alors, après cette présentation un peu générale, on va parler donc des 3 actions que vous menez et que le BUCÉ soutient et coordonne. Alors, tout d'abord, il y a le projet Tuteur de résilience. Le projet Tuteur de résilience, ça a permis de former des professionnels, de leur donner des outils pratiques qui leur permettent d'aider les enfants à se reconstruire. Donc, vous, à Goma, quelles activités avez-vous menées avec les enfants et les familles dans le cadre du projet Tuteur de résilience? Effectivement, dans le cadre du projet Tuteur de résilience, c'est vraiment une opportunité pour Govodi et merci pour ce programme. Parce qu'avec ça, nous avons commencé par 2 formations, notamment en 2016, une formation et en 2018. Et puis, il y a eu un accompagnement à partir de juillet 2018. Et c'est là vraiment, c'était une opportunité pour Govodi. Et vraiment, ces projets nous aident jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et concrètement, les activités menées avec les enfants?
OK? Oui, Si je peux parler des activités que nous avons menées avec les enfants, c'est que pour Govodi, en tout cas, le projet nous a aidés parce qu'il était important de donner la parole à l'enfant et de faire participer les familles dans la prise en charge. Et nous avons organisé des ateliers et les enfants, à travers ces ateliers pour l'approche de résilience, les enfants font des dessins sur une thématique donnée. Et grâce au dessin, ils s'expriment plus facilement sur des choses difficiles à dire. Parce qu'avant, c'était vraiment difficile, mais au moins avec cette approche, avec les dessins, les enfants devraient narrer des expériences traumatiques subies. C'est par exemple, on a eu par exemple un atelier sur sous l'orage. Ici, les enfants dessinent le nuage, donc qui représente tout ce qui les fait peur. C'est par exemple la guerre, parce que nous vivons dans un contexte de guerre. Nous avons par exemple la séparation de familles. Et ça, c'est ce qui fait les enfants, donc ce qui fait peur aux enfants. Et en deuxième lieu, c'est que les enfants devraient dessiner un parapluie. Donc, identifier un peu les facteurs de protection. Et là, c'est par exemple les assistants sociaux que nous avons aussi dans le cadre de nos projets de Govodi et aussi l'engagement des familles. Donc, il y a certains enfants qui représentaient les familles comme vraiment un facteur de protection. Et grâce à ces ateliers, au moins, notre équipe qui a eu vraiment de nouvelles pistes à explorer dans le cadre de l'appui aux enfants. Et plus précisément, quelle évolution avez-vous pu observer auprès des enfants grâce à ces ateliers? Merci beaucoup. Si on peut parler vraiment en termes des évolutions, nous pouvons dire que l'approche résilience, c'était vraiment une approche par excellence pour Govodi. Et ça nous a aidé dans beaucoup de choses, notamment que ces ateliers que nous avons organisés sont souvent avec des parents et aussi ça permet aussi le parent de participer au parcours des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on a exploré. C'est qu'avant, les parents n'étaient pas impliqués dans les circuits de prise en charge. Nous avons noté quand même des évolutions significatives qui ont été observées chez les enfants dans ce projet. Je vais donner un exemple. Une fille de 13 ans qui était enceinte et qui a été rejetée. Et cette fille a participé aux ateliers de résilience d'abord, et aussi sa famille a été impliquée dans les ateliers. Donc, une famille qui avait déjà rejeté la fille, imaginez-vous, à 13 ans, avec la grossesse et rejetée. Donc, et l'appui et la participation de cette famille a aidé à une prise de conscience. Donc, la famille a accepté l'enfant et l'enfant a intégré la famille. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est bien et il vit encore avec sa famille. Et là, pour nous, ça nous donne vraiment des chances pour dire que cet enfant va être maintenant à l'abri des dangers. Et l'enfant actuellement a repris l'école. On voit que cette approche résilience a vraiment un impact direct auprès des familles parce que ça a aussi changé vos méthodes de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les changements au sein de votre équipe? Oui, effectivement, il y a eu des changements dans notre façon de travailler. Et je vais parler des dés, il y en a plusieurs, mais je vais parler des dés le plus significatif. C'est d'abord le premier changement, c'est que nous avons changé de regard dans notre façon de travailler. Donc avant, l'équipe de Govodi ne savait pas capter les degrés de traumatisme des enfants. Mais maintenant, avec les dessins, donc l'équipe des assistants sociaux a la possibilité de capter les problèmes des enfants et de savoir maintenant comment mettre en place des plans personnels. Donc, je peux dire qu'ils sont réalistes, qui sont fondés sur vraiment les besoins réels des enfants. Ça, c'est un premier changement. Et pour dire qu'avant, c'était vraiment difficile, peut-être les interventions ne tenaient pas compte des besoins spécifiques. Mais au niveau des deuxièmes changements, je peux noter aussi au niveau des outils. Donc, parce que l'approche a développé des outils et ces outils, c'est maintenant une trousse pour Govodi, pour s'en servir et pour améliorer son travail et surtout la qualité de son travail en faveur des enfants. Merci. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, l'activité que vous menez, on propose de visionner un petit documentaire que Govodi a réalisé tout récemment, c'était fin 2020, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, on va visionner cette vidéo.
étant donné que les enfants sont les seuls espoirs de demain. Govodi, groupe des hommes voués au développement intercommunautaire, se veut offrir à chaque enfant en difficulté une prise en charge individualisée fondée sur une approche de résilience assistée. À l'est de la République démocratique du Congo, nous vivons un contexte particulièrement très difficile, caractérisé par des violences, des guerres à répétition, qui ont eu un impact sur la vie des enfants. C'est pourquoi, depuis 2002, nous travaillons. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de situations dont les enfants sont victimes dans la zone. Cela a fait qu'au niveau du Bureau international catholique de l'enfance, de venir renforcer les activités de Govodi, notamment à travers l'approche de résilience. La résilience est la capacité de tout individu, malgré l'adversité, d'avancer positivement. C'est-à-dire qu'à partir d'un événement traumatisant, il réagit et avance sans repartir à zéro, sans faire comme si rien n'était arrivé. Mais il transforme son avenir en prenant en compte ses passés et crée de nouvelles opportunités. Nous sommes à Goma, une ville de l'Est de la République démocratique du Congo, située sur le pied du volcan Nyiragongo. Autour de 100 enfants victimes de violences sexuelles ou de maltraitance, enfants des rues, enfants en conflit avec la loi, enfants démobilisés, enfants déplacés, ont bénéficié des activités sur la résilience. Ateliers, jeux et formations, ces activités pansent les blessures de ces enfants, quasiment cicatrisés par la suite des événements vécus. Kupitia kikundi ya Govodi nilipata mabadiliko ya mingi juu nilibakiwaka, nilikuwa sipendake mtu aniambie tena anikumbushe vitu saa vile, lakini kupitia kikundi ya Govodi wamenisaidia, wamenionyesha kama niko wa maana msosiete, hata kama unazala usijikute kama haukali wa maana, lakini ungali wa maana. Pour nous, les projets résilience, c'est vraiment une opportunité parce que ça nous a aidé un peu à changer de regard. Vous savez, à la fois on travaillait avec les enfants, mais il y avait vraiment certaines pratiques qu'on n'avait pas, surtout en rapport avec l'identification des besoins des enfants. Nous avons des APS sur le terrain, nous avons des psychologues, mais ils avaient leur façon de travailler, mais ils étaient limités à un moment donné. Avant le projet Résilience, c'était difficile pour nous de savoir le problème des enfants et de leurs familles. Dans la résilience, il y a les exercices qui permettent aux enfants de se libérer des émotions différentes. Et c'est ce qui fait à ce que nous ayons un impact positif sur les enfants. Mkono wa kwanza ilikuwa ya kusema uchape mkono na utie kila rangi na jina, na ilikuwa na maanisha mkono ya kusaidia. Auparavant, quand on faisait les visites à domicile, les enfants, c'était difficile à un enfant de s'exprimer. Mais aujourd'hui, dans la résilience, quand ils ont compris l'utilité de la résilience et quand ils ont compris que l'individu doit vivre mais étant résilient, ils ont développé cette capacité et on arrive à découvrir d'autres capacités. Voilà pour une petite présentation. On a eu un peu l'ambiance de Goma. On a pu voir et des bénéficiaires et les intervenants sociaux. Donc, je pense que cette vidéo permet d'avoir une vision globale et concrète de ce que fait Govodi. Et je passe la main pour la question des questions. Et temps de questions-réponses, oui. Alors, si vous avez des questions concernant cette première partie de l'entretien, n'hésitez pas à les écrire dans le chat qui se trouve en bas de votre écran au milieu. Vous cliquez sur « Converser » et vous arrivez sur le chat. Alors, j'ai reçu une première question. La question est la suivante. Comment s'est formée l'ONG? Qui l'a créée et à la suite de quoi? Est-ce que Béné ou Emmanuel peut nous répondre concernant cette question? Merci beaucoup pour la question. L'ONG a été créée par moi-même qui vous parle, Emmanuel. C'était à la suite d'une expérience personnelle où
j'ai été victime de maltraitance moi-même parce que ma mère est morte bien avant, j'étais encore adolescent au niveau primaire. Et à la suite des vécus que j'ai eu chez les membres de mes parents, où j'avais compris que vraiment vivre sans maman, c'est vraiment tout un calvaire. C'est toi qui remplace même les bonnes, qui remplace les domestiques dans la maison. Et tout ce dont on a besoin, c'est à vous qu'on va recourir. Et je me suis imaginé que tous les restes d'enfants, maintenant, ils vivent de la même manière. Et c'est ce qui avait fait que nous disions maintenant que nous pourrions aussi aider beaucoup d'autres enfants parce qu'on a vécu des situations similaires chez les uns et les autres où les enfants sont en train d'être abandonnés. Et finalement, nous avons vécu aussi la question du volcan Nyiragongo de 2002 où les enfants sont séparés, ils ont été éparpillés par-ci, par-là, sans aide ni accompagnateur. Parce que même ceux-là qui étaient en train de les accompagner en 2002, tout le monde cherchait sa voie de recours parce que c'était une adversité dont personne, il y avait beaucoup d'années où il n'y avait pas encore de volcans et quand on a vécu des réalités, tout le monde était dans les sauve-qui-paient. Et cela fait que maintenant, on puisse se décider d'être aux côtés de l'enfant, tout en soutenant aussi la personne qui est toujours attachée à l'enfant, même s'il y a des adversités, c'est la maman. Et c'est comme ça que nous avons mis en place l'organisation pour venir en aide à ces catégories d'enfants qui sont dans des situations purement particulières à la suite d'une situation dont ils ne sont pas responsables directement. Merci Emmanuel pour cette première réponse. Je vais reprendre donc une autre question qui est dans le chat. Des membres de la communauté en dehors de l'équipe de Govodi peuvent-ils devenir tuteurs de résilience en participant aux formations? Oui, les membres de la communauté peuvent devenir des tuteurs de résilience. C'est ça même la mission. Tel que Benet l'a dit dans une des questions qui lui a été posée par Marie-Laure, disons, la résilience, vise toutes les ressources, les potentiels que l'enfant pourrait avoir, mais aussi tout en comptant sur différentes ressources, mais aussi l'environnement qui pourrait être propice à l'enfant. Et quand on va dire, disons, dans le cadre de lui donner l'aide et surmonter cette adversité dont il a subi, et en surmontant ça, c'est l'enfant lui-même qui identifie ses propres ressources, ressources externes, ce qui va concourir, toutes les ressources vont concourir à ce que l'enfant puisse rebondir et qu'il puisse reprendre la vie normale grâce à la compilation de toutes les ressources utiles dont l'enfant a choisi lui-même au départ lors de la gestion des cas et prise en charge psychosociale. Et je voudrais peut-être même rajouter que pour la grosse tâche que vous avez, c'est que les familles deviennent elles-mêmes tutrices de résilience. Et comme beaucoup d'enfants sont en rupture familiale, c'est vraiment un gros enjeu pour vous de les réimpliquer auprès de leurs enfants et avec justement les ateliers résilience. Ok, bah écoutez, merci pour ces premières questions. On va continuer avec la deuxième partie de l'entretien. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette deuxième partie afin que je puisse les lire à la suite de cette deuxième partie de notre entretien. Marie-Laure, je te redonne la parole. Merci. Alors, merci déjà Emmanuel pour ton témoignage très, très poignant parce qu'effectivement, c'est le vécu de beaucoup, beaucoup d'enfants. Et je comprends maintenant pourquoi tout le cœur que tu mets dans les actions que vous menez. Alors, après les tuteurs de résilience, il y a la question des catastrophes naturelles que vous avez vécues, les catastrophes sanitaires. Donc, on a dit Ebola, l'épidémie d'Ebola en 2019, la Covid qui a commencé en 2020, l'éruption du volcan Nyiragongo en mai 2021. Et grâce à la générosité des donateurs, le BICE a pu vous envoyer pour chacune de ces catastrophes des fonds d'urgence parce que face à ces situations, on pouvait ne pas rien faire en sachant tout l'accompagnement qui était déjà réalisé en parallèle.
Donc, qu'est-ce que ces fonds ont permis de mettre en place sur place? Merci beaucoup pour la préoccupation. C'est pour nous une occasion la plus propice d'adresser nos remerciements à tous ces donateurs qui sont en train de soutenir BICE et qui soutiennent les actions au niveau des terrains dont Govodi et ses bénéficiaires ont largement bénéficié et continuent à bénéficier. Par rapport à COVID, des mesures de confinement étant prises depuis mars 2020, les soutiens sont venus en temps réel en provenance de BICE au moment où Govodi en avait besoin, ainsi que ses bénéficiaires au niveau basique. Et là, maintenant, on a bénéficié, par exemple, de masques, disons, avoir accès à l'eau. Toutes ces familles ont eu accès à l'eau. On a eu accès à des kits hygiéniques dont les filles avaient besoin, par exemple, des kits hygiéniques, ainsi que leurs familles, les savons et le reste. Toutes ces aides étaient en train d'arriver dans les bons moments. Par rapport à l'éruption volcanique, la panique étant tellement intense lors de l'éruption volcanique, une première évacuation a eu lieu au moment de l'éruption. Et il y a eu aussi une deuxième évacuation qui a, à cause des menaces de la lave, mais aussi des tremblements de terre qui ont été intenses, des éruptions souterraines étant entendues. Les fonds d'urgence ont permis maintenant l'évacuation de plusieurs enfants en danger. Un soutien alimentaire aussi s'en est suivi, mais aussi les soutiens vestimentaires. Un soutien aux organisations locales qu'on appelle chez nous les réseaux communautaires de protection de l'enfant a été fait pour qu'ils puissent soutenir aux côtés de Govodi et ses animateurs sur terrain dans la recherche familiale pour les enfants qui étaient perdus. Et l'organisation de retour en famille aussi, la redistribution d'eau potable aux familles, mais aussi le paiement des factures pour ces familles en soins de santé d'urgence. D'accord. Et combien d'enfants ont pu bénéficier de ces appuis alimentaires, de recherche de famille pendant l'éruption? En tout, nous avons eu à assister 102 enfants. Et par exemple, Govodi a accompagné 3 familles qui avaient les paludisme à cause des mauvaises conditions de vie dans les zones d'évacuation. Et leur état aujourd'hui est meilleur parce qu'ils ont été accompagnés, ils ont bénéficié des soins. Et aujourd'hui, ils sont vraiment en vigueur. Govodi a aidé aussi une femme qui était sur le point d'accoucher en cours de route parce que les structures étaient abandonnées. Il fallait l'évacuer dans des zones où on avait l'espoir de trouver les prestataires de soins. Et la femme a finalement accouché pendant qu'il risquait de mourir déjà sur la voie de fuite, sur la voie routière. Ils l'ont amenée à un lieu sûr où elle a pris des soins de qualité. Et voilà que l'enfant et sa maman sont tous en bonne santé. C'est une fille qui est, qui est née à la suite de cette situation. Et la famille finalement déclare que cet enfant serait dénommé, désormais on l'avait nommé Govodi. Et la mère a retrouvé ses 3 autres enfants qui étaient partis de notre côté parce qu'elle devrait déjà se charger de la maternité, quoi. Et tous ces enfants aussi étaient suivis psychologiquement pour qu'ils reprennent la vie normale malgré que la maman était de notre côté à l'hôpital. Et tout le monde, les voisins qui devraient les aider en débandade. Et donc, les enfants ont été soutenus. Et vous veniez tout juste de lancer les AGR pour plusieurs groupes de jeunes filles bénéficiaires, juste avant l'éruption volcanique. Alors, pour les participants ce soir, les AGR, donc c'est des activités génératrices de revenus. C'est des activités qui permettent à celui qui mène cette activité de compléter ses revenus. En général, c'est acheter en gros pour après revendre au détail. Et les associations dans ce système d'activité génératrice de revenus aident au départ avec une petite dotation de fonds, par exemple avec $100.
et accompagne les jeunes bénéficiaires, un accompagnement technique pour avoir une bonne gestion financière, une bonne gestion de l'épargne. Donc, sur ces AGR, quelles ont été les conséquences de l'éruption du volcan sur cette mise en œuvre? Effectivement, avec les VOCRA, c'était très compliqué parce qu'on a connu un impact considérable sur les activités génératrices de revenus. Tout d'abord, donc, il y a les enfants bénéficiaires des AGR qui ont été appuyés, comme vous l'avez expliqué. Par exemple, on a appuyé des AGR de commerce, des produits vivriers, notamment les maïs, farine. Il y avait d'autres qui ont investi, surtout les familles dans les machines à coudre, qui ont été vraiment... on a eu des grands problèmes dans des maisons qui ont été brûlées. Et il y a des vêtements, donc même les uniformes qu'on avait achetés pour les enfants qui ont été brûlés pendant l'éruption volcanique. Et donc, tout d'abord, nous avons recensé vraiment des pertes des investissements. Donc, tout ce qu'on avait déjà investi a été perdu, y compris les logements. On a noté au moins 31 familles qui ont perdu les logements et aujourd'hui qui sont encore à la belle étoile. Il y avait aussi quelques épargnes de ces jeunes filles déjà qui commençaient à épargner parce que c'est l'épargne éducation. Donc, au fait, c'est que ces épargnes devraient les aider à financer au moins une partie pour l'année scolaire B. Et tout cela, vraiment, il y a eu des problèmes avec les élevages. Et aussi, lors de l'évacuation, il y a certaines familles, parce que ici au Nord Kivu, il y a des familles à 12 mois. Pour évacuer, les transports avaient été multipliés par 5. Et pour supporter tous ces transports, les AGR ont été impactés. Et surtout pour les gens qui faisaient les commerces de produits vivriers, donc cela a servi de la ration pendant l'évacuation. Et quelles solutions avez-vous envisagées face à cette perte de matériel, notamment? Étant donné qu'il y avait déjà des forts investissements, nous pouvons vraiment dire que la situation n'est pas encore maîtrisée. Pourquoi? Parce que ces 31 familles sont encore à la belle étoile. Donc, pour moi, vraiment, les rétablir. Donc, ça, c'est parmi les grands soucis. C'est vrai, Govodi, donc, ils ont perdu les logements. Govodi a des terres. Donc, nous avons au moins plus de 3 hectares. Normalement, on voulait les donner pour des abris temporaires, mais on n'a pas eu, jusque-là, on n'a pas encore eu, on a fait des demandes, mais on n'a pas eu de soutien financier pour que ces familles soient vraiment installées. Ça, c'est le plus grand problème que nous avons. C'est par exemple pour les volcans. Je vais donner l'exemple d'une jeune fille de 15 ans, quand même, que nous avons accompagnée, qui a réussi à surmonter la crise du volcan grâce à l'accompagnement de Govodi. Et cette fille avait investi dans le commerce de produits vivriers, notamment la farine et le maïs. Et lors de l'évacuation, donc c'était vraiment le premier aliment de base pour la famille parce qu'il ne devrait pas mourir aussi de la famine. Mais avec cet appui-là, l'enfant, quand il est revenu, comme il avait des petits épargnes, et nous, on a encore soutenu, on a renforcé par les sements du suivi et aussi quelques moyens. Cette fille a encore relancé. Donc, post-volcan, elle a relancé encore, mais elle a préféré changer d'activité. Elle a investi dans un autre secteur, notamment la commercialisation de bois de chauffe et des matériaux de construction usagés. Et actuellement, l'enfant, au moins, a son capital et a une épargne déjà de 300 000 francs qu'elle garde. Donc, pour nous, c'est quelque chose, au moins, il a fait face à la crise. Mais il y a encore des besoins par rapport aux autres enfants et qu'on continue toujours à accompagner. Alors, rapidement, parce que le temps passe et on a encore beaucoup de points à discuter, rapidement sur où en est la situation en RDC concernant la crise de la Covid-19 au niveau sanitaire rapidement et voilà, si vous pouvez nous dire rapidement. C'est très compliqué, Marie-Laure, avec la situation sanitaire parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas au niveau des communautés qui sont détectés et surtout, pour votre information, c'est que l'accès aux tests Covid, ça pose des problèmes parce que les tests Covid coûtent $40. Mais pour quel type de ménage? Pour quelle capacité pour ce ménage pour payer ça? Donc, pour dire qu'il y a maintenant beaucoup de cas qui s'ignorent, qui ne sont pas dépistés. Et c'est pourquoi on a assisté maintenant à des décès communautaires.
En juillet, maintenant, là, aujourd'hui, on ne publie pas les statistiques, mais en juillet, on a noté déjà pour la province du Nord Kivu 3625 cas de Covid. Et c'est là vraiment, c'est un problème parce que notre province, elle est la province la plus touchée et il y a et la situation vraiment est très complexe. Si je peux parler en termes de situation économique, c'est que les familles ne peuvent pas, on a noté pendant le confinement, les familles ne pouvaient pas rester à la maison parce que comment ils doivent manger, comment ils doivent payer les factures, soit des loyers, hein? Notamment ici à Goma parce que nous partageons la frontière avec le Rwanda. Or, il y a plus de 50 000 femmes qui traversent la frontière chaque jour pour les petits commerces. Et avec le confinement, ce mouvement a cessé. Pendant que ces femmes contribuent à l'économie au niveau local, soit à soutenir la famille. Et on trouve que vraiment les familles sont maintenant portées par ces femmes. Mais dès lors que ces femmes ne pouvaient plus traverser, il y a une crise très énorme pour nourrir même les familles. Et effectivement, le BIC a encore intervenu. Nous avons fait un appui à ces familles-là, mais c'était très compliqué de faire face avec beaucoup de conséquences comme ça. Et aussi, on voit les hommes, parce qu'ici, les hommes sont en chômage, le marché d'emploi est saturé. Donc, ce sont les femmes qui supportent l'économie. Il y a moins d'opportunités en termes de réinsertion professionnelle. Et là où on devrait aller même cultiver les champs, par exemple, il y a l'insécurité avec tout ce qui est comme kidnapping. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu très compliqué dans la zone. Oui, on voit que tout ce que vous avez mené depuis ces dernières années est mis à mal avec le Covid parce que ça, ou avec le volcan. Les efforts réalisés sont parfois, il y a des choses où il faut parfois recommencer certaines choses, mais l'approche résilience, on l'a vu, vous a aidé à garder l'espoir et à travailler tous ensemble avec les communautés pour avancer. On va passer, je pense, aux questions rapidement. Oui, merci Marie-Laure. Je reprends la parole pour lire les questions qui sont donc arrivées sur le chat. Nous avons une question qui demande de combien d'enfants vous occupez-vous, j'imagine, au total, du coup. Maintenant, au total, on a beaucoup d'enfants. Hein. Actuellement, on assiste plus de 1875 enfants dans les zones. Mais pour les programmes, par exemple, avec les BIC, donc c'est vraiment 77 enfants soutenus directement, mais on voit aussi les dépendants qui sont à plus de 250 enfants qui sont appuyés à travers le programme avec les BIC. Merci Béné. Une deuxième question, c'est que fait votre État pour vous aider et aider les familles et les enfants? Bon, je peux répondre à cette question. L'État est là pour, disons, nul n'ignore, vous le maîtrisez très bien ce qui se passe dans notre pays. L'État est là pour, disons, pour se dire qu'il coordonne, pour mettre en place des politiques, rentrer dans les priorités, soi-disant ce qu'on appelle les politiques, malgré que la protection devrait être leur premier pilier de, disons, d'intervention. Mais il s'avère que tout est attendu auprès des partenaires au lieu que, disons, il y ait un fonds qui ait des moyens, des ressources qui soient mis en place par l'État. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de programme pareil qui soit soutenu par l'État lui-même, mais plutôt l'État s'est joint maintenant à toute initiative privée qui commence dans le cadre de ce qu'on est en train de faire pour juste soutenir et accompagner les partenaires. Merci Emmanuel. Une autre question. Alors, les familles des jeunes filles qui ont développé les activités, donc les AGR, dépendent-elles totalement des revenus des jeunes filles? Si oui, le reste de la famille participe-t-il à ces activités? Oui, je vais dire oui. Pour certaines familles, telles que les collègues venaient de le dire, il y a certains qui ont été à mesure de bien évoluer avec leurs activités économiques. Et ces activités, maintenant, disons, soutiennent toutes ces familles maintenant disons, à la survie. Mais il y a cependant d'autres qui n'ont pas encore, disons, dont leurs capitaux ont été endommagés à la suite ou perdus à la suite de Covid, disons, du volcan. Là, ils n'ont pas encore atteint ces niveaux-là.
Et pour les, disons, dans le cadre de ces âgères, il y a de ces âgères pour les appuyer, il y a de ces familles aussi, les parents qui ont leurs propres âgères et les jeunes qui ont leurs âgères avec, disons, des objectifs différents. Pour les jeunes, c'est pour, disons, c'est pour se prendre en charge sur le plan scolaire et faire la continuité, mais aussi appuyer leurs enfants, leurs bébés qu'ils ont. Mais tandis que pour leurs parents, c'est pour répondre à la question de la survie de chaque jour où ils ont besoin de la nourriture et le reste. Et nous sommes en train de le constater parce que dans les activités économiques, on a mis en place des activités d'épargne obligatoire à travers la méthodologie, disons, les associations villageoises d'épargne et de crédit, où nous avons au moins un regard, nous savons, ce sont eux-mêmes qui s'autogèrent, mais nous avons un regard parce que nous les accompagnons techniquement de savoir combien ils sont en train d'épargner et est-ce qu'ils sont à mesure d'y recourir maintenant pour demander du crédit et évoluer avec leurs activités dans leur vie active. Merci beaucoup pour cette réponse. Une dernière question qui vient d'arriver et on passera à la troisième partie. Béné a parlé de kidnapping. Peut-il en dire plus sur les actions des groupes armés? Oui, la zone telle que vous la connaissez, disons, au niveau du Nord Kivu, la zone est confrontée à plusieurs problèmes. Et les actions là, disons, de kidnapping, il y a de ces jeunes-là, à cause de la pauvreté, du chômage, la loisiveté, fait qu'ils recourent à des activités illicites qu'ils considèrent comme des activités obligatoires parce qu'ils ont droit à la vie. Et à cela, maintenant, ils se font manipuler par des politiciens et lesquels politiciens recourent, par exemple, à des gens qui vont dans les activités économiques, tantôt sur la route pour les commerçants, mais aussi sur les chemins des champs, pour attendre toutes les personnes qui passeraient là et ils vont les récupérer, disons, ils vont les prendre de force. Et par après, maintenant, ils vont faire appel à leur famille pour demander des sommes colossales dont peut-être leurs familles n'ont jamais touché. C'est le cas, par exemple, les sommes, les rançons qu'ils exigent varient entre $1000 à 10 000, voire même 50 000. Et cela maintenant devient une habitude qui s'installe dans la zone où on recourt. Et des fois, quand on ne donne pas cet argent, la rançon dont on demande, on est obligé de tuer. À la fois, si c'est un enfant, on le tue. Si c'est un adulte, on le tue aussi. Et donc, on les torture. Après l'avoir torturé, on le tue parce qu'il n'a pas donné la rançon. Donc, c'est une pratique qui se vit tous les jours et régulièrement dans les différentes zones où on ne peut pas, il est difficile de terminer, par exemple, une semaine sans avoir une information, une alerte à propos de ces actes-là de kidnapping. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette réponse. Je te redonne la parole, Marie-Laure, pour la troisième partie de l'entretien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Merci, Gabriela. Alors, pour terminer, on va parler du gros projet qui est en cours, qui s'appelle École sans mur. C'est un projet qui est coordonné par le BICE avec 5 partenaires dans le monde, dont 2 qui sont en République démocratique du Congo. C'est un projet qui a commencé en 2020, qui se clôturera en 2023. Il a pour objectif de contribuer à l'application du droit à l'éducation et à favoriser aussi la participation citoyenne des enfants. Donc concrètement, d'une part, on facilite l'accès à l'éducation d'enfants, à la formation, et d'autre part, on mène des activités de prévention. Et ces activités de prévention sont menées justement par des adolescents eux-mêmes pour prévenir à la fois les violences et éviter aussi la déscolarisation. Donc, pour Govodi, concrètement, qui sont les enfants qui bénéficient de ce projet École sans mur? Merci beaucoup. Le projet École Samir, il y a au moins 77 filles qui sont âgées de 12 à 17 ans qui bénéficient d'un accompagnement éducatif et professionnel. Et la majorité d'entre elles ont été victimes de grossesses précoces et ont été contraintes d'arrêter l'école à la suite des grossesses. Et il y a aussi, par exemple, et ces mêmes enfants bénéficient aussi des AGER. Et aussi, il y a 300 enfants qui sont sensibilisés au risque de violence et de la déscolarisation
d'AVE école. Donc, il y avait établissements scolaires qui sont impliqués dans nos activités de prévention au niveau des différentes zones dans lesquelles nous travaillons. Et pour parmi ces 77 jeunes filles, il y en a beaucoup qui sont déjà mères. Vous pouvez nous en dire plus sur les jeunes enfants, les bébés, qui sont des bénéficiaires aussi de votre projet? Oui, on a un total de 67 bébés âgés de 0 à 3 ans que nous accompagnons. Alors, et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place avec ces 77 adolescentes? Au fait, le projet, on peut dire, vraiment, c'est un beau programme qui a sa raison d'être et même bien réussi dans la communauté. C'est que ça donne une seconde chance aux filles victimes de violences et qui faisaient face à la discrimination. Parce qu'ici, quand on est jeune fille, on a mis au monde, on est écarté de la famille, on est écarté de l'école et on est vraiment... mais avec ces projets, ça les a permis de les récupérer. Ça a permis vraiment que ces enfants-là puissent, à travers l'appui psychosocial que nous avons fourni, que ces enfants puissent recouvrer leur dignité et aussi qu'ils projettent vers l'avenir, qu'ils savent qu'ils ont encore de la valeur et qu'ils ont encore du potentiel. Et nous avons renforcé aussi les liens mère-enfant. Et grâce à cette stabilité psychosociale, on a plus de 48 filles qui sont rentrées à l'école. C'est par exemple une jeune fille de 15 ans qui était violée par un enseignant, comme c'est le cas pratique dans beaucoup d'institutions scolaires ici. Et avec ça, l'enfant a eu encore un enfant. Et c'était vraiment difficile pour qu'elle puisse retourner à l'école parce que l'enfant voyait comme, tous les enseignants comme des monstres. Mais avec les projets, on lui a apporté une aide psychosociale. On a payé ses scolarités, ses frais de scolarité, et l'enfant a changé d'école et se réadapte et progresse. D'ailleurs, pour cette année, l'enfant a monté des classes pour dire qu'elle est maintenant aujourd'hui à 3e année et elle continue d'être suivie par Govodi. Et concernant les activités de prévention que vous avez menées dans le cadre d'École sans mur, qu'est-ce que vous mettez en place? Effectivement, donc nous avons... Oui. Au moins, on a deux approches. Donc, une approche de l'école, et c'est notamment qui travaille avec les clubs d'enfants. Donc, les enfants pour les enfants. Donc, les enfants qui sont outillés sur le droit de l'enfant et qui aident à communiquer sur les droits des enfants dans les écoles. Et pour les 20 écoles que nous avons 15 enfants par école qui sont formés, accompagnés. Donc, on a développé un guide avec 18 thématiques dans lesquelles les enfants maintenant sensibilisent. Ils passent maintenant par voie des théâtres pour prévenir et par même des poèmes pour prévenir et dénoncer les maltraitances en milieu scolaire. Et les enfants communiquent maintenant sur les enfants et nous avons l'approche père-éducateur et aussi ces enfants vraiment, parce que l'école maintenant qui doit devenir un lieu sûr où la femme se sent vraiment plus en sécurité. Et je peux donner par exemple, dans un club à l'Institut Cameron Scott, qui a permis de dénoncer des enseignants coupables de violences sur les enfants. Et aujourd'hui, au moins, on note dans cette école, il y a vraiment un bon environnement. Ces enseignants ont été licenciés de l'école. D'accord. Et donc, vous faites de la prévention en milieu scolaire, mais vous en faites aussi dans les quartiers, dans les communautés. Vous pouvez nous en parler davantage? Oui. Dans les communautés, Govodi a développé une approche qu'on appelle Washindi. Washindi qui signifie les gagnants. Washindi, c'est un mot swahili. Et cette approche, c'est une approche qui permet une prévention à travers l'éducation à la masculinité, à la parentalité positive. Et là, cette approche fonctionne à travers les groupes de discussion dans lesquels il est rappelé le parent dans l'éducation. Donc, dans l'éducation, dans les participations au droit à l'éducation des enfants, et à promouvoir les pratiques égalitaires au niveau des familles. Parce qu'ici, chez nous, par exemple, les tâches ménagères étaient réservées aux enfants-filles. Et cela fait que certaines soient limitées à accéder à l'école. Et avec ça, les ont été éduqués parce qu'il y a eu des sessions avec les parents, il y a eu des sessions avec les enfants. Et nous notons déjà un engagement pour les parents à soutenir l'éducation des enfants et à donner une seconde chance aux filles, de ne pas les rejeter à la suite d'une grossesse, mais de les appuyer, de les accompagner, de les aider à progresser pour qu'ils puissent retrouver leur dignité.
et aussi qu'ils doivent respecter aussi, parce qu'ici, d'ailleurs, en septembre, on a clôturé la première phase de la mise en œuvre de l'approche. Il y a eu beaucoup d'engagement des parents et nous savons qu'on doit vérifier en octobre, comme il y a la rentrée scolaire, et est-ce que ces parents ont respecté leurs engagements. Et nous allons faire des suivis par rapport aux engagements qu'ils ont pris auprès de la communauté. C'est par exemple dans un groupe de masculinité, il y a un père qui ne scolarisait que 2 garçons. Mais avec les sessions, il a pris conscience aussi de la valeur des enfants filles et ses parents qui ont accepté de scolariser aussi ses filles aussi. Merci beaucoup, Béné. On a fait le tour de ce projet École sans mur. On en parle, on est en train on commence le rapport de ces 15 premiers mois qui ont été très intenses. Vous avez mené beaucoup d'activités, donc on aura bientôt quelques éléments qu'on pourra partager aussi sur le site internet du BICE prochainement pour vous donner encore un peu plus de précision et de données chiffrées. À toi, Gabriela. Oui, merci Marie-Laure. Alors, pas mal de questions qui viennent d'arriver, je vais les prendre dans l'ordre. La première, c'est comment lutter contre les grossesses précoces? Est-ce que Béné ou Emmanuel peut nous répondre pour cette première question? Merci beaucoup pour la question. C'est que nous avons appuyé. Il y a différentes approches pour lutter contre les grossesses précoces parce que c'est très fréquent ici chez nous. Et avec les causeries éducatives avec les filles qui sont là, qui sont impliquées et qui savent qu'ils doivent vraiment voir changer de regard. Et ça, c'était vraiment le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est favoriser un peu l'environnement protecteur. Je vais vous donner le cas le plus frappant ici au Nord Kivu et à Goma. C'est par exemple le cas d'abus et exploitation sexuelle où les enfants filles sont contraints d'aller être exploités dans les maisons de tolérance pour nourrir la famille. Et c'est l'origine des grossesses. Et après une grossesse, elle va être refoulée de la maison. Pendant que tout ce qu'elle a gagné, c'est toute une famille qui mangeait. C'est son papa, c'est sa maman, c'est son petit frère. Et maintenant, après, donc c'est vraiment une approche, c'est vrai, ça va prendre du temps, mais c'est de travailler sur les familles. Comment les familles peuvent être des unités cohérentes, les unités solides qui sont impliquées, parce que dans beaucoup de cas et dans beaucoup de situations, dans la vulnérabilité des enfants et surtout dans les cas de grossesse, c'est lié à une instabilité de famille. Et nous, dans les approches que nous sommes en train de mener avec les BICE et aussi avec tout ce qu'on a énuméré, c'est pour contribuer à cette stabilité des familles, pour que les enfants soient à l'abri des dangers et que ces enfants soient outillés à bien aller vers l'avant. Merci Béné pour cette réponse. Autre question qui est sur le chat. Quel rôle joue l'Église sur place? L'Église a un rôle très capital. Et avec les approches que nous avons développées, notamment l'approche Washindi, il y a eu un engagement des leaders religieux. Les leaders religieux sont vraiment le centre. Ils sont plus écoutés. Ils gèrent les familles. Leur engagement est très important dans la sensibilisation de familles et aussi de leurs enfants. Et ça, c'est vraiment sur ce chemin aussi sur lequel on travaille. Et ces leaders religieux sont toujours impliqués dans nos activités, aux côtés des autres cadres de base et leaders communautaires. Merci Béné. Alors, question suivante. Les clubs de masculinité positive permettent-ils de responsabiliser certains jeunes pères ou leurs familles vis-à-vis du nouveau-né et de la mère, dans le cas de grossesse précoce? Merci beaucoup. Parce que l'approche de masculinité positive, c'est une approche qui travaille d'abord sur l'individu. Donc, on amène l'individu à comprendre son passé, à prendre conscience de ses actes et à se décider de vivre autrement. Et ça, nous avons vécu dans ça. C'est que dans la première phase déjà, quand on a clôturé, il y a certains jeunes garçons qui ont fait des forfaits sur des filles et qui se sont décidés pour parvenir à une réparation. Et ça, c'est déjà c'est pourquoi on investit trop sur ça, pour amener les gens de comprendre, de prendre conscience et de voir comment est-ce qu'ils peuvent vivre différemment. Et être des vecteurs de changement dans les communautés. Merci Béné.
Alors, je continue avec les questions. Donc, la suivante, vous travaillez depuis de nombreuses années au service des enfants de votre pays. Quelles améliorations avez-vous pu constater et que reste-t-il à faire en priorité selon vous? Et effectivement, il y a encore un grand travail à faire, mais quand même, il y a des avancées significatives que nous sommes en train de constater dans les zones, bien que le contexte aussi est très compliqué parce qu'il y a toujours des cas de rechute. Peut-être qu'il y a une situation qui s'améliore, comme vous le voyez. Donc, la situation semblait être bonne, mais avec l'éruption, ça a encore eu un impact. Il y a des familles qui se sont séparées. Et il y a aussi des violences, par exemple, en termes de conflits armés qui continuent toujours. Et tout ça, c'est vraiment l'environnement qui pose des problèmes. Donc, le côté individuel, ça semble évoluer, mais l'environnement aussi influence et occasionne des rechutes. Mais je peux me dire qu'il y a quand même certaines avancées, par exemple, en matière d'égalité, des pratiques égalitaires au niveau des familles, avec les activités que nous sommes en train de mener et avec les autres acteurs. On note quand même qu'il y a quand même des services disponibles, bien que peut-être ce n'est pas suffisant au niveau des communautés. Il y a les communautés qui sont sensibilisées aux droits des enfants et qui sont sensibles au référencement. Donc ça, c'est quelque chose. Et en deuxième niveau, c'est lié à tout ce qu'on est en train de faire comme activité et que les familles maintenant sont sensibles aux dénonciations et que les enfants savent où aller quand ils connaissent des problèmes, notamment par rapport avec les points d'écoute que nous avons dans les communautés. Mais je vais rappeler que le besoin est tellement grand avec les contextes dans lesquels nous vivons. Merci beaucoup, Béné. Je vais poser la dernière question pour qu'on puisse respecter le temps de fin de cette visioconférence. La dernière question, donc, pensez-vous que vous pourrez mettre fin un jour à toutes ces violences? Oui, c'est possible. C'est pour cela que nous nous donnons encore le courage et disons, nous fournissons les efforts, la compilation de tous les efforts des différents acteurs parce que nous y croyons avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Parce que depuis qu'on a commencé, on ne trouve pas seulement des déceptions ni des échecs, mais aussi on trouve des réussites. Quand on se rend compte que quand on a commencé, tout le monde semblait ne pas comprendre dans le cadre de prévention et que tout le monde change de regard, trouver que certains commencent déjà à s'impliquer, à s'approprier la question, voire même s'impliquer dans le cadre de punition pour ceux-là qui font la justice, d'autres qui étaient en train de banaliser, où les victimes étaient en train d'être stigmatisées. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est un phénomène, un mal qu'il faut éradiquer et que même les autorités au niveau de la base se donnent à lutter et à accompagner les acteurs dont nous. Donc, nous espérons, et c'est l'idéal, et donc on ne peut pas se fatiguer. Et il y aura un jour, comme rêve, il y aura un jour où ces violences seront finies dans la communauté. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces belles dernières paroles pleines d'espoir. Alors, est-ce que quelqu'un parmi les participants souhaiterait intervenir à l'oral pour soit poser une dernière question, soit peut-être partager un petit mot? Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à le dire tout de suite dans le chat et vous pourrez donc réactiver votre micro pour intervenir. Quelqu'un souhaiterait-il intervenir? N'hésitez pas. Alors, oui, Chantal Paysan, mais bien écoutez, vous pouvez réactiver votre micro pour dire un petit mot. La parole est à vous. Je voudrais dire d'abord à quel point je suis impressionnée par les témoignages que nous avons eus. Parce que c'est irremplaçable. Vous voyez, beaucoup de choses, on les a lues. On les a lues dans des rapports ou les lettres que nous envoie le BICE et toujours avec des photos, etc. Mais avoir l'occasion comme ça de rencontrer quand même un peu, hein, même à travers un écran, ceux qui sont sur le terrain, qui se battent et dont on sent la conviction, l'ardeur, le courage, bon, c'est encore plus parlant. Et je réalise à quel point vous vous battez sur tous les fronts et il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que là, on a vraiment la situation type où tout se cumule.
les catastrophes naturelles, les épidémies, les groupes armés, la violence dans les mœurs, disons, bon, et au détriment des enfants. Donc, vous prenez tout à bras-le-corps et vraiment chapeau bas et on se sent très solidaire, voilà. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de vous solliciter à l'UNESCO pour telle ou telle manifestation pour pouvoir témoigner de ce que vous faites sur tous les fronts comme ça. Et en particulier pour les filles, mais pour tous ceux qui sont, et les familles, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est très beau, très fort dans votre approche, et cette idée du lien communautaire et intercommunautaire. Parce qu'il faut bien essayer de créer des environnements sociaux protecteurs. Les violences viennent de là. Merci. Merci beaucoup Chantal pour votre intervention. Un petit mot de Michel Giraudot sur le chat qui dit « Mes encouragements à ceux qui agissent sur le terrain ». Donc merci Béné et Emmanuel et merci toute l'équipe de Govodi. Je vais laisser parler donc pour terminer Wahid Toumi qui demande également la parole avant de redonner la parole à notre président pour conclure la séance. Donc Wahid Toumi, je vous laisse prendre la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous, avec mes frères africains, parce que je viens du Maroc, je suis à Vienne en France. Bref. J'aimerais vous dire, j'ai posé une question, qu'est-ce que ça veut dire résilience? Moi, je connais le sens de résilience, mais ma dernière question, qu'est-ce que vous allez faire effectivement pour arrêter les violences, monsieur? C'est là aussi, il n'y a pas que la résilience. Je vous remercie. Alors, est-ce que Béné ou Emmanuel souhaitent répondre à cette dernière question? Pour arrêter les violences, c'est ça la question? Oui. En fait, si nous avons mis en place le travail avec les communautés, surtout à ce qui concerne l'éducation à la masculinité et la parentalité positive, nous avons développé un outil qui travaille sur les racines. Parce que dans les plus grands défis, dans les grands problèmes que nous avons, même si on peut voir la guerre et le reste, mais nous avons les problèmes avec les normes sociales. Les normes sociales et pratiques discriminatoires au sein des communautés. C'est ce qui est vraiment la base même, c'est ce qui sont des racines même de violence. Quelle que soit peut-être une personne dans les groupes armés, il y en a les hommes qui violent et les hommes qui ne violent pas dans les groupes armés. Dans les ménages, il y a des hommes qui les font, il y a des hommes qui ne les font pas. L'éducation des bases. C'est pourquoi pour briser les cycles de violence, nous travaillons sur la jeune génération déjà. Les enfants dans les écoles, les enfants dans les activités de masculinité positive, pour que ces enfants grandissent déjà avec une idée que les violences ne sont pas un choix, mais que peut-être ces enfants devraient vivre les pratiques égalitaires, devraient vivre des bonnes pratiques qui ne favorisent pas les violences. Donc, pour dire, nous avons une approche qui travaille sur les individus, qui travaille sur la transformation des normes sociales et des comportements. Et pour nous, nous pensons déjà avec les résultats que nous avons ici, et ça nous montre que cette approche constituerait vraiment une approche par excellence pour briser les cycles de violence. Et on travaille surtout sur la jeune génération pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient des pères de demain, qui soient vraiment des modèles et qui peuvent influencer les changements dans les communautés. Oui, bravo. Merci beaucoup, Béné, pour votre réponse. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous félicite. Bravo. Merci beaucoup. Un petit mot également sur le chat de Sybille Laurin qui dit « Je suis admirative du travail que vous accomplissez sur place en faveur des enfants. Votre rôle est indispensable, mais l'État a aussi le sien à jouer. » Voilà, donc dernier message de la part de nos participants. Merci beaucoup à vous tous. Je laisse la parole à notre président Olivier Duval pour conclure cette visioconférence. Bien, mais je crois qu'il faut d'abord remercier nos amis de Govodi pour la qualité de ce qu'ils ont présenté et pour le travail qu'ils font. Parce que c'est là où on voit l'espoir d'une amélioration de la situation.
Et je crois que vous avez pris le problème à bras-le-corps, vous êtes complètement investi là-dedans et c'est absolument formidable ce que vous arrivez à faire dans un contexte qui est épouvantablement difficile avec les bandes armées. Vous avez parlé des enlèvements, vous avez parlé des... bon, et le contexte social. Mais vous n'êtes pas découragé et nous sommes vraiment fiers de vous avoir au sein de l'organisation du BICE, parce que vous êtes ceux qui permettent de faire progresser le droit des enfants. Et ça, c'est absolument formidable. Donc, je voudrais vous dire un très, très grand merci et vraiment bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir participé à cette première visioconférence donc en direct avec nos partenaires d'Afrique. J'espère que vous avez voilà, passé un bon moment pour plein de découvertes peut-être de tout ce qui se passe sur le terrain. Et voilà, donc je vois quelques remerciements encore dans les messages. Un grand merci à Emmanuel, Béné et tous les acteurs de Govodi, de tout cœur avec les enfants de RDC. Et merci à tous de votre présence. Et à bientôt peut-être. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Merci aussi. Bonne soirée Merci. à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Au revoir et merci. 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 Au revoir. Bon, merci. Merci à vous de votre présence.